l'enjeu du maintien en emploi, à savoir pourquoi on essaye de maintenir les salariés dans l'emploi. Tout simplement parce que c'est d'abord un enjeu sociétal. Il y a eu un article du Monde qui a mis en évidence le 18 février 2020 que le taux de chômage des plus de 50 ans avait triplé entre 2008 et 2019, donc ce qui n'est pas rien, et que parmi les 60-64 ans, ceux qui perçoivent une allocation d'adulte handicapé a augmenté de plus de 192% en 2010. Donc c'est important. Et les enjeux, ils sont de trois catégories, à la fois des enjeux pour la société, des enjeux pour l'employeur et des enjeux pour le salarié. Bien évidemment, l'enjeu principal pour l'employeur, c'est de conserver ses compétences, de répondre à ses obligations en termes de droit du travail, de prévention des risques professionnels, d'obligation de reclassement des travailleurs en situation de handicap, et puis bien évidemment d'éviter les coûts directs et indirects. Et puis pour le salarié, c'est avant tout de préserver sa santé, de rester employable, de limiter l'impact sur la vie sociale et familiale et d'éviter le risque d'exclusion. Alors, quelles sont les étapes importantes, les étapes clés d'une démarche réussie en termes de maintien en emploi? On va le voir ensemble. Donc, au niveau des services de santé au travail et des partenaires, ce qui est important, notamment au niveau des équipes médicales, c'est déjà l'événement déclencheur, c'est-à-dire que bien souvent, un salarié va se présenter en visite, alors soit en visite auprès du médecin du travail ou également en entretien auprès d'une infirmière, et il va se passer quelque chose dans sa vie qui fait qu'il va se présenter en visite et du coup, on va se rendre compte qu'il est en fragilité, qu'il a un risque de désinsertion professionnelle. Ce qui va permettre par la suite aux professionnels de poser un diagnostic sur sa situation de travail, de faire un petit peu un état des lieux entre la sphère personnelle, son état de santé, mais aussi ce qui se passe dans l'entreprise. C'est la richesse, c'est la valeur du diagnostic qu'on propose au sein du service. Et puis enfin, pour le professionnel de santé, ça va être de rechercher des solutions. Cette recherche de solutions, comme l'a montré la vidéo, va être de plusieurs natures. Ça peut être des aménagements de postes de travail, ça peut être des solutions aussi d'accompagnement social, de reconversion professionnelle ou de renvoi aussi de recherche pour un nouveau poste. Et puis enfin, le professionnel va proposer la mise en œuvre de solutions. Donc, on voit bien que dans cette situation, il y a plusieurs acteurs. Bien évidemment, il y a le salarié en premier lieu, il y a le service de santé et ses partenaires, et il y a l'entreprise aussi qui est un acteur fort. Alors, le maintien en emploi aussi, on le présente selon aussi une pyramide des fragilités. Alors, elle ressemble à la pyramide un petit peu de Khéops, mais rien à voir. Elle a été construite en 2019 et c'est la pyramide des fragilités. Elle est là pour expliquer la PDP et puis finalement les temps d'action et les acteurs qui sont mobilisés dans le champ de la santé et de l'emploi. Donc là, on voit bien que la base T0, donc la plus importante, la base de la pyramide, c'est celle qui concerne tous les salariés, c'est la prévention collective. Et donc, on a un petit peu de monde en France à protéger puisqu'il y a quand même 26 millions de salariés. Il y a 3 millions de travailleurs indépendants et ça fait beaucoup de monde à protéger par des actions qui se veulent déjà collectives, qui touchent le collectif de travail. Ensuite, nous avons les tâches T1, des signaux faibles. Donc, c'est là où finalement des indicateurs doivent alerter l'entreprise avec notamment le taux d'absentéisme, puisqu'on sait que celui-ci ne cesse d'évoluer et qu'en moyenne, aujourd'hui, il représente 17 jours d'arrêt maladie par salarié et par an. Et on voit ici que dans la base T1, on a déjà des métiers à risque plus important qui se distinguent, et puis aussi des facteurs importants comme les gestes répétitifs, les TMS, ou encore des secteurs d'activité plus pénibles comme le BTP. Donc, l'idéal étant qu'à cette étape-là, l'entreprise renvoie bien vers notamment les médecins du travail et leurs équipes afin de prévenir, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. L'étape T2, donc celle-là,
c'est le maintien en emploi et c'est déjà quand la personne est fragilisée, en arrêt, on va essayer de rechercher des solutions pour l'aider à se maintenir à son poste de travail. L'étape T3, elle, est encore un peu plus raccourcie, mais c'est quand même là où les salariés, où on va être plutôt déjà dans le curatif, puisqu'il y a des soucis de santé qui empêchent un salarié de retrouver son poste de travail. Et on va plutôt envisager un changement de poste de travail, voire même une reconversion en dehors de l'entreprise, avec généralement un accompagnement social, un accompagnement vraiment pluridisciplinaire de la personne. Et puis l'étape T4, c'est le dernier rang, celui vraiment de la désinsertion professionnelle, où là, en fait, on est obligé de compenser, on compense la situation de la personne. Et ici, il faut savoir qu'en France, près de 8000 personnes sont touchées par cette situation-là et touchent des pensions, notamment d'invalidité, sur des situations d'atteinte plus ou moins importantes avec des pathologies lourdes, que ce soit psychologiques ou physiques, de manière générale. Alors, après avoir parlé des étapes clés d'une démarche réussie, nous allons parler des acteurs. Alors, je vais juste retourner dans le webinaire. Est-ce que du coup, la vidéo se diffuse bien? Est-ce que quelqu'un peut bien me dire si vous nous entendez bien et si ça se diffuse bien? Oui, ah, parfait, merci. C'est rassurant après cette problématique de vidéo. Alors, dans les acteurs et organismes à solliciter, donc nous allons vous présenter en fait les équipes et nos missions. Donc, OPSAT est composé en équipes pluridisciplinaires qui sont elles-mêmes composées donc d'un médecin du travail ou médecin coordonnateur, d'une infirmière en santé au travail, d'un ou d'une assistante médicale, d'une assistante de service social dont Frédéric nous parlera tout à l'heure, une conseillère en emploi, d'une ATST qui va être partagée pour plusieurs équipes, et puis d'IPRP aussi, d'intervenants prévention des risques professionnels avec leur spécialité sur appel à compétences. Nos missions, les 4 missions d'OPSAT, donc déjà la mission principale, c'est celle d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail. Et nos 4 missions, ça va être bien évidemment celle qu'on connaît la plus, surveiller l'état de santé des salariés, conseiller notamment les salariés et l'employeur aussi au sein de l'entreprise par des actions en milieu de travail, tracer aussi les expositions professionnelles et assurer la veille sanitaire, et puis réaliser des missions en entreprise. Donc, un élément important concernant le maintien en emploi, c'est la visite de pré-reprise. Et là, je vais laisser la parole à ma collègue Frédérica Coglin. La visite de pré-reprise, c'est un élément important du maintien en emploi. Donc, son but, c'est vraiment de le favoriser. Elle va concerner tous les salariés qui sont en arrêt de travail. Elle est proposée obligatoirement à partir de 90 jours d'arrêt de travail. Elle va permettre de mieux anticiper d'éventuelles difficultés de reprise. Donc, c'est vrai que c'est important qu'elle ait lieu le plus en amont possible. Et de fait, elle peut avoir lieu avant et être renouvelée plusieurs fois. Une visite, ce n'est pas une seule visite, ça peut être plusieurs visites de pré-reprise pour anticiper une reprise. Cette visite de pré-reprise, elle est à l'initiative exclusive du salarié, du médecin traitant et du médecin conseil. Donc, pas à l'initiative de l'employeur. Donc, elle va permettre notamment de passer à l'étape 2. On va pouvoir faire un diagnostic au cours de cette visite de la situation de la personne. Et puis, à l'issue de cette visite, on va pouvoir conseiller, orienter le salarié vers les dispositifs et les partenaires susceptibles de l'accompagner dans son parcours. Elle peut permettre aussi notamment de passer à l'étape 3, à savoir enclencher un travail d'équipe pour rechercher des solutions pour favoriser le maintien en emploi. Par rapport à l'inaptitude, donc l'inaptitude médicale, qu'est-ce que c'est? Pour un salarié, c'est l'incompatibilité entre son état de santé et la charge physique ou mentale de son poste de travail.
Elle est envisagée par le médecin du travail à l'issue d'une visite médicale. Elle est toutefois prononcée à l'issue d'une procédure précise. Et seul le médecin du travail ou sous son autorité un collaborateur médecin est habilité à prononcer un avis d'inaptitude. Donc, on va juste retourner sur la pyramide, juste pour préciser que finalement, par rapport à cette pyramide des fragilités, notre service, il a plutôt pour vocation, vu que notre objectif principal, c'est d'assurer la santé, la sécurité des salariés, de prévenir les risques de désinsertion professionnelle, notre tendance, ce serait d'intervenir le plus en amont possible, c'est-à-dire sur les phases T0 et T1, avant, si possible, qu'il y ait une altération de l'état de santé du salarié et qu'on se retrouve en étape T2. Donc pour cela, alors pourquoi il ne veut pas avancer? Mince. Nous avons donc le pack santé et au sein du pack santé, donc on est déjà dans la mise en œuvre de solutions et ce pack santé, il est donc à destination de nos adhérents, nos entreprises adhérentes et il va regrouper l'ensemble des actions que nous allons pouvoir mener pour tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire auprès de nos adhérents pour les aider justement à favoriser le maintien en emploi et à éviter le risque de désinsertion professionnelle. Donc, on est bien sur le suivi de l'état de santé des salariés, ce qui est connu, ce qui est la porte d'entrée souvent quand on cotise au sein d'un service. Mais il y a aussi toutes les actions comme l'évaluation des risques professionnels, l'évaluation du risque psychosocial, la prévention des addictions avec des actions qu'on mène de plus en plus au sein des entreprises qui sont demandeuses. Il y a toutes les actions liées à l'ergonomie, l'aménagement des postes de travail, que ce soit en conception, voire même en correction et en conception, puisqu'on essaye d'anticiper le plus possible afin d'éviter toute problématique à risque. On a un pôle formation aussi depuis peu qui délivre plusieurs formations et qui a mis en place pas mal de webinaires pendant cette période de crise et de confinement. Nous réalisons aussi l'évaluation des risques chimiques au sein des entreprises, de la métrologie. Et puis, depuis quelques années, nous avons aussi la chance d'avoir un service social en interne qui réalise des actions en faveur du maintien en emploi dont Frédéric va vous parler.
Tu veux montrer un grand test de la France. Est-ce que du coup, vous entendez la vidéo? Je vois qu'il n'y a plus du tout de son et d'image. J'ai entendu. Est-ce que du coup, vous entendez la vidéo? Son est OK, d'accord. Je vais relancer la vidéo. Désolée, je pense que c'est vraiment un souci de connexion. On a beau essayer de régler comme on peut par tous les moyens. Voilà, je vais essayer de repartager. Je vais essayer de vous repasser la vidéo. On va voir, sinon je vous enverrai le lien. J'en suis désolée, hein, je crois que vraiment on a des soucis de connexion. Je vais essayer de vous repasser la vidéo. Alors, je vais essayer de voir si, du coup, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que des personnes peuvent juste me dire si le... Non. Ouais. Écoutez, j'en suis désolée, je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, on va répondre plutôt à vos questions. Donc, voilà, on va plutôt répondre à vos questions. On vous enverra la présentation prédite en lien. Alors effectivement, on ne couvre pas le service, la région de Bourgogne. Je pense que c'est une question aussi d'organisation. Peut-être que les choix ont été faits. Les choix ont été faits qu'à partir du moment où on est une région, la région Bourgogne-Franche-Comté, vu qu'on propose une présentation en Franche-Comté, tous les membres qui font partie de cette région peuvent avoir accès à cette présentation. Voilà, bah, une personne vient de répondre et dit que c'est une initiative par le réseau Présence. Voilà, et Présence, effectivement, est implanté au niveau de la région, donc la Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que vous avez des questions concernant la démarche de maintien en emploi et ce qui vous a été présenté? Non, je ne vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vais... Ah, quelqu'un est en train d'écrire. Je peux écrire, du coup, pour envoyer le lien. Alors, pour répondre à André, oui, je t'en prie, Frédéric, vas-y. Donc, moi, je n'ai pas connaissance de l'organisme équivalent l'OPSAT en Normandie. Et par contre, pour inciter un collaborateur à se rendre à une visite de pré-reprise, vous pouvez tout simplement l'informer de cette possibilité parce qu'effectivement, les salariés n'ont pas toujours la connaissance de la possibilité de faire une visite de pré-reprise. Donc, vous pouvez lui expliquer à votre collaborateur qu'il a la possibilité de demander une visite de pré-reprise. Mais par contre, ça doit être lui qui prend le rendez-vous. Alors, si ça a été déjà fait, vous ne pouvez pas forcer la personne. Il faut aussi qu'il y ait son consentement. Il faut qu'il y ait une volonté. C'est-à-dire que là, ce que vous exposez, ce qui se traduit là, c'est qu'il n'y a peut-être pas la volonté de cette démarche-là. Il faut aussi qu'il y ait un engagement dans la démarche et qu'après lui avoir expliqué l'intérêt de la visite de pré-reprise, c'est aussi à la personne d'accepter d'aller en visite de pré-reprise pour envisager son retour à l'emploi. Je vois que là, vous avez écrit qu'il était en arrêt depuis 7 ans. C'est de l'accident de travail maladie pro, parce que si c'est de la maladie, il n'est plus indemnisé depuis tout ce temps.
Ça veut dire qu'il est plus indemnisé. Alors la possibilité, je ne sais pas si vous êtes en lien avec notre service à nous, OPSAT, la possibilité que vous avez, vous peut-être, c'est de solliciter déjà peut-être éventuellement le service social, mais il faut qu'il soit d'accord. Après, sur une invalidité, il faudrait que vous puissiez échanger aussi avec votre médecin du travail sur cette situation. Elle ne pourra pas forcément le voir, mais elle pourra peut-être, le médecin du travail pourra vous conseiller aussi par rapport à cette situation. Alors, concernant les autres demandes, donc pour trouver les services de santé au travail par région, mais en fait, je ne connais pas le nom du service de santé au travail présent en Normandie, hein, puisqu'on ne les connaît pas tous par cœur. Il y a un certain nombre de services sur le territoire, mais il suffit de faire une simple recherche sur Internet, je dirais, pour trouver le nom du service de santé au travail interentreprise qui est présent sur cette région de Normandie. Concernant le Cap Emploi, nous travaillons régulièrement avec le Cap Emploi sur des missions et notamment des études. Alors, souvent conjointement, c'est-à-dire qu'on, notamment au niveau des pôles prévention, finalement, le médecin du travail ou l'entreprise peuvent nous faire une demande d'intervention pour mener une étude de poste pour favoriser le maintien en emploi. Et si c'est un salarié qui est reconnu RQTH ou en cours de reconnaissance, eh ben, on va intervenir conjointement. Et cette action, elle se fait surtout au niveau de la prévisite, quand on prépare la démarche ergonomique, et au niveau de la restitution, parce qu'on va construire un plan d'action ensemble pour aménager le poste de travail. Et les chargés de mission du Cap Emploi se chargent surtout de monter le dossier au niveau de l'AGFIP pour aider l'entreprise, notamment à mettre en place les solutions qui sont préconisées, mais parfois peuvent mobiliser aussi d'autres aides comme les EPAST, les études préalables à l'aménagement des situations de travail, quand il y a par exemple des problématiques spécifiques qui demandent vraiment notamment l'intervention de spécialistes. Ça peut être le cas notamment quand on a des personnes qui sont atteintes de pathologies un petit peu plus spécifiques, ou alors moi ça m'est arrivé sur des problématiques de lumière, qu'on puisse faire intervenir vraiment des spécialistes sur les questions de lumière pour permettre à une personne de mieux voir, parce que le handicap ici était visuel. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question concernant le Cap Emploi. Madame Tela, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, je vois quelqu'un d'autre en train d'écrire. Alors, je me lance ou Frédéric, tu veux répondre à cette question ou... Nous, on n'a pas de directive particulière par rapport à ça. Quand on rencontre des salariés et qu'on pense qu'on doit les sensibiliser justement à cette reconnaissance, on part par l'échange, parce que cette demande, elle doit émaner de lui. Donc, on est vraiment dans l'échange, et puis voilà, mais on n'a pas de directive particulière par rapport à ça. C'est juste, voilà, il y a un échange qui se fait avec le salarié où on lui explique que peut-être ça pourrait être intéressant pour lui, que voilà, on explique sur quel dispositif ça ouvre, on explique les démarches, on explique en quoi ça consiste. Mais après, le choix est personnel. On ne peut pas, je pense, répondre à la place de nos collègues médecins ou infirmiers qui rencontrent les salariés, comme on disait dans la présentation de la démarche au moment de l'événement déclencheur. C'est le médecin qui va, non pas avec des directives, mais qui va pressentir par l'analyse, le diagnostic qu'il va poser, si, par exemple, la reconnaissance, la RQTH, ça va être un outil intéressant au vu du diagnostic qu'il pose par rapport à la situation de santé du salarié et sa situation d'entreprise. Donc, il n'y a pas de directive, mais chaque professionnel de santé
va quand même pouvoir sensibiliser les salariés rencontrés en fonction voilà, des soucis de santé qu'ils ont, notamment des handicaps visibles ou non visibles, hein, parce qu'il y en a de plus en plus, mais vraiment, ça va être le professionnel qui va amorcer la discussion et qui va voir aussi comment si c'est un outil, un levier intéressant pour favoriser le maintien en emploi de la personne, tout en ne l'obligeant pas, mais vraiment en l'informant, en le sensibilisant. Ah, alors ça, c'est l'éternelle question. Effectivement, hein, la RQTH, on n'a pas d'obligation de le communiquer à son employeur. Ça, Alors, c'est vrai qu'en plus, par rapport à la RQTH, donc même nous, hein, on ne le sait pas forcément hein, qu'ils l'ont, la RQTH, on le sait parce qu'ils veulent bien nous le dire, puisqu'il n'y a qu'eux qui reçoivent la notification. Et après, il y a des salariés qui sont très craintifs par rapport à ça et qui ont des peurs par rapport au fait que s'ils disent qu'ils ont une RQTH, ils risquent de perdre leur emploi. Enfin voilà, pour certains, ça représente un frein. Donc, ils font la déclaration, ils ont la reconnaissance et après, ils préfèrent le taire. Tout à fait. On n'a pas beaucoup de levier sur cette information ou cette non-information. Alors, je vois que nous avons dépassé largement l'heure. J'en suis désolée. Non, il n'y a pas de… Alors, pour répondre à cette question, Frédéric, je pense qu'on a la même réponse. Il n'y a pas de partage pour l'instant des dossiers médicaux entre les différentes médecines. Si votre question, c'est effectivement, est-ce qu'il y a un partage, par exemple, entre un dossier médical partagé entre Amélie, l'assurance maladie et les services de santé au travail, il n'y a pas encore de dossier partagé entre les différentes médecines. C'est seulement la communication entre les différents partenaires par des canaux soit définis avec des protocoles bien spécifiques, par exemple entre le médecin conseil et le médecin du travail, ou les professionnels qui prennent contact avec le médecin traitant pour avoir des informations, les spécialistes, mais il n'y a pas pour l'instant de partage. Oui, tout à fait. Je rebondis. C'est une volonté sur la prochaine loi santé au travail. Il va y avoir, en tout cas, il y a une volonté d'un partage de passerelle, en tout cas, sur le dossier médical des assurés et du coup de nos salariés. Ah oui, pardon, je n'avais pas vu la nuance entre les services de santé, d'accord, type AST 25 et OPSAT. Écoutez, quand un salarié change de région, quand il change de service de santé au travail, il me semble qu'il y a une transmission. C'est le salarié qui demande. Alors, ce n'est pas une transmission directe, mais c'est le salarié quand il quitte une région ou il commence un nouveau travail, il ne fait plus partie du même service. C'est le salarié qui demande son dossier médical et qui le fait suivre dans le cadre de son nouveau suivi. Ça, c'est effectivement, oui, il y a parfois des surprises hein, où on peut être déclaré inapte sur un poste et on va retrouver sur un même poste. Après, il y a le contexte aussi dans l'entreprise. Parfois, l'inaptitude, elle peut être posée aussi sur un contexte risque psychosocial parce que ça ne se passe pas bien dans une entreprise et si ça se passe mieux dans une autre entreprise, du coup, la personne peut être apte sur un même poste. Effectivement, il peut y avoir des situations de ce type-là qui peuvent paraître très surprenantes, mais du coup, qui sont liées aussi au contexte et au diagnostic qu'on pose dans l'entreprise. Mais après, on est bien d'accord que ça reste de la volonté du salarié lui-même de dire ou pas, de parler de ses antécédents et de ce qui s'est passé dans les autres entreprises. Surtout si ce n'est pas dans le même service, effectivement. Tout à fait.
Ben, merci à vous. Je pense que, enfin, je me permets de dire ça parce que je vois qu'il est 16h24, on a largement dépassé l'horaire prévu. Je vous propose, vu que les vidéos n'ont pas marché avec le son, de vous partager le lien de notre présentation. Alors, du coup, je vais essayer donc d'aller prendre ce lien et puis de vous le partager. Comme ça, chacun pourra aller voir les deux vidéos qui concernent le maintien en emploi. Alors, je les mets dans le chat, espérant que ça fonctionne. Alors, tac, voilà, et coller. Voilà, je vous laisse le lien pour aller voir. J'en suis vraiment désolée parce que justement, on avait vraiment créé ces vidéos pour animer, pour rendre plus vivant les présentations de ce type, mais il semble que sur ClickMeeting, ce soit un petit peu limité et que du coup, on n'a pas toutes les fonctionnalités. Voilà. Donc, on va stopper la séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire remonter, notamment peut-être à Monsieur Michaud, et on n'hésitera pas à y répondre, même après coup. Voilà. Ah, voilà. En plus, tous les supports sont mis en ligne. C'est ce que Monsieur Burel nous explique. Très bien. Bon, bah, merci à tous et Merci. bon webinaire à vous. Merci, bonne fin de journée. Et voilà, merci de votre attention malgré ces péripéties de connexion. Bonne fin de journée. Au revoir. Comment on met fin ? Terminer l'événement.